Madame la Présidente, Monsieur l'Ambassadeur, Mesdames, Messieurs, je veux tout d'abord commencer par exprimer ma gratitude d'avoir été invité à participer à cet événement destiné à clôturer ces journées de la francophonie. À ce titre, je souhaite remercier Madame la Présidente Claude Brightman qui a organisé cette grande journée débat autour de la langue française. Son Excellence Monsieur Éric Danone, ambassadeur de France en Israël, pour y avoir apporté son patronage, et Monsieur Jean-Jacques Pierrat, conseiller de coopération et d'action culturelle, directeur de l'Institut français d'Israël. Je salue l'ensemble des conférenciers ainsi que l'excellence du programme et des thématiques proposées. Enfin, je ne peux débuter mon intervention sans mentionner Serge Borg, attaché de coopération éducative et linguistique à l'ambassade, un passionné qui fait rayonner la francophonie en Israël et dont j'admire l'engagement. Sénateur des Français établis hors de France, ma circonscription est le monde. En 6 ans, j'ai fait plus de 400 déplacements et traversé 98 pays. Entrepreneur, je fonctionne en mode projet. Et pour ne pas papillonner, je repars de chaque pays avec un projet, un objectif. Lors de mon déplacement en Israël, il y a tout juste 2 ans, Serge Borg m'a convaincu de faire du développement des associations Flammes, français langue maternelle, mon projet prioritaire pour ce pays. Et je vais y revenir. Comme chaque année depuis 1970, à la date du 20 mars, la Journée internationale de la francophonie est célébrée dans le monde entier. La francophonie a pour mission de promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique, promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l'homme, appuyer l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche, développer la coopération économique au service du développement durable. La francophonie, ce sont tout d'abord des femmes et des hommes qui partagent une langue commune, le français. La francophonie, c'est aussi une histoire en partage. Dès le 8e siècle, l'Église diffuse des glossaires latins romans pour les clercs qui écrivent mais ne parlent plus le latin. Et je résumerai l'émergence de la langue française en 3 personnages. François Ier d'abord. Son ordonnance de Villers-Cotterêts, promulguée en 1539, impose le français pour les registres d'état civil et pour les actes juridiques. François Ier concrétise l'unité administrative du royaume dans la langue du roi. Richelieu ensuite, près d'un siècle plus tard, en 1634, Richelieu crée l'Académie française. Son ambition, rendre la langue française plus claire, en fixer l'usage, la rendre apte à exprimer les sciences et les techniques. Et 60 ans plus tard, naîtra le premier dictionnaire. Louis XIV enfin, 20 ans plus tard, en 1714, par le traité de Rastatt, Louis XIV consacre le français comme langue diplomatique internationale, faisant foi pour les traités. La France représentait alors 1/4 de la population européenne, mais l'élite étrangère s'exprimait en français. En 1777, l'ambassadeur napolitain à Paris, Caraccioli, écrivait « Jadis, tout était romain. Aujourd'hui, tout est français. » Et c'est en français que Frédéric II de Prusse et Catherine II de Russie correspondent avec Voltaire. Le 18 juin 1815, lorsque Blücher retrouve Wellington à Waterloo, après avoir défait Napoléon, ils échangent en français. Au XIXe siècle, le français se diffuse dans la bourgeoisie libérale en formation en Europe. Le français est la langue de la liberté et des réformes. Cette bourgeoisie libérale génère la diffusion d'un enseignement secondaire classique, fondé sur les humanités, dont le français et les auteurs français font partie. Cette diffusion va jusqu'en Russie, en Amérique latine, dans les pays musulmans. Et il faudra les 2 guerres mondiales du XXe siècle, puis la prééminence des États-Unis pour assurer le développement de l'anglais. Après des siècles de suprématie mondiale, le français fait partie des langues majeures du globe. 2e langue apprise après l'anglais, 2e langue d'information internationale, toujours après l'anglais, 3e langue des affaires, après l'anglais et le chinois, 4e langue par le nombre d'internautes, 5e langue mondiale en nombre de locuteurs. Et le dernier rapport en date de l'Observatoire de la langue française, publié il y a 2 ans, estime leur nombre à 300 millions de locuteurs répartis sur les 5 continents. Mais nos grandes déclarations sur l'importance de la francophonie masquent parfois des difficultés, comme celle d'enseigner le français à nos enfants établis hors de France. Car naître français ne suffit pas pour en maîtriser la langue. Encore faut-il l'apprendre.
Et ceci est devenu un défi. Et il n'est pas rare de voir arriver des étrangers dans les consulats ayant réussi un test de langue française pour obtenir notre nationalité, tandis que leurs conjoints, eux français, ne maîtrisent pas un traître mot de la langue de Molière. Élu au Royaume-Uni en 2007, j'étais à Londres devant les bureaux de vote de l'élection présidentielle. Et j'étais frappé de voir des gens venir me parler en anglais pour connaître la procédure pour voter. Comment peuvent-ils se déterminer s'ils ne parlent pas la langue des candidats? Nous évaluons à 15% les Français nés au Royaume-Uni qui ne maîtrisent pas notre langue, 50% aux États-Unis, en Israël ou au Sénégal, 2 tiers en Amérique latine, voire 80%, comme estimé par le consul général en Israël. Le réseau des écoles françaises à l'étranger scolarise moins d'un quart des enfants français résidant à l'étranger. Quant aux autres, s'ils ne l'apprennent pas dans l'école du pays, ils disposent d'une solution d'apprentissage de notre langue à travers ce que l'on appelle le programme FLAM, français langue maternelle. Concrètement, comment cela se passe? Des associations, généralement créées à l'initiative de parents, permettent aux enfants de se familiariser avec la langue française sur un mode ludique et dans un contexte extrascolaire. Au Royaume-Uni, par exemple, plus de 4000 élèves suivent ainsi des cours de français tous les samedis. À la rentrée de septembre 2020, dans chaque école flamme outre-Manche, on observait que 2 ou 3 familles ont retiré leurs enfants faute de pouvoir payer la cotisation suite aux effets de la crise Covid. Cela fait des années que je demande un chèque éducation pour permettre aux enfants de nationalité française à l'étranger d'apprendre notre langue au travers notamment des associations flammes. Et j'ai proposé en novembre dernier qu'un chèque éducation flamme soit pris sur nos crédits sociaux pour permettre aux familles qui n'en ont plus les moyens de maintenir leurs enfants dans l'apprentissage du français. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, tout comme la commission finances du Sénat, ont été sensibles à l'argument. Et l'amendement que j'ai présenté a été voté sans opposition. Reste maintenant à le mettre en œuvre. Nos auto-entrepreneurs en Israël ont bénéficié d'un soutien dans le cadre de l'aide sociale. Cette initiative s'est révélée si bénéfique que la décision a été prise il y a 2 semaines par la Direction des Français de l'étranger de l'étendre au monde entier. Fort de cette expérience réussie, nous pourrions renouveler la démarche pour qu'Israël soit le premier pays à mettre en œuvre ce chèque éducation pour dynamiser le réseau de nos associations flammes. Et si à l'issue de cette journée, notre ambassadeur, Éric Danone, invitait le poste à lancer cette démarche, il serait à nouveau un précurseur. Nous pourrions alors avancer sur le projet que Serge Borg et moi nourrissons en commun pour qu'un jour, tous les Français nés en Israël maîtrisent notre langue. Pour conclure, je voudrais mentionner la question éventuelle de l'adhésion d'Israël à l'Organisation internationale de la francophonie. Avec près de 10% de la population francophone, nous sommes nombreux à penser qu'Israël mériterait de rejoindre l'OIF. Je suis convaincu que la France veillerait à ce que les mérites d'une candidature d'Israël soient bien pris en compte dans le cadre de l'examen des dossiers afin d'obtenir un consensus. La francophonie joue un rôle déterminant dans la diplomatie. Lors des discussions sur la normalisation des relations entre le Maroc et Israël, j'ai appris qu'elle s'était tenue en français. Le choix du français comme langue neutre pour soutenir une diplomatie bienveillante nous a réjouis. Cela aurait plu à Louis XIV, le roi Soleil, qui a su faire rayonner notre langue comme nul autre pour en faire la langue de la diplomatie. Je vous remercie.